Première question en débat ce dimanche, 43 ans de renouveau, 43 ans de marginalisation de la femme, c'est sur la forme interrogative. Fadima Toubengono, lorsque le président Paul Biya, dans son discours inaugural de ce septennat, décidait de placer le septennat sous le signe de la femme et du jeune, est-ce qu'il n'a pas donné l'impression que c'est un mea culpa, que c'est un septennat de rattrapage? Septennat de rattrapage, quand j'ai lu votre problématique ou bien votre thématique inscrite à l'ordre du jour, marginalisation, je me suis dit, vous êtes en train de nous demander d'où nous venons. Parce que s'il faut regarder, adresser les questions des femmes, déjà, M. Elingi Lobela dit c'est un problème global. Ce n'est pas une exclusivité camerounaise. C'est vrai que les variables sont différentes, parce qu'ailleurs, quand les autres se battent peut-être pour l'égalité des salaires, je prends le cas en France où il y a encore une égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ici au Cameroun, nous sommes sur autre chose. Donc, demander d'où nous venons, poser la problématique telle que vous l'avez posée, 43 ans de marginalisation, je dirais déjà, sans entrer dans les détails, qu'il n'y a pas de marginalisation des femmes. Et je vais m'expliquer. Parce que pour évaluer ce qui est fait, il faut savoir d'où nous venons. Nous venons d'où? Nous venons d'où la femme avait encore le devoir d'obtenir l'autorisation de son époux avant d'entreprendre, avant de faire le commerce, avant d'aller à l'étranger, avant de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons que les femmes peuvent être des femmes d'affaires. Nous l'avons vu avec la grande dame Françoise Fonine. Et il y a plein de dames qui lui ont emboîté le pas. Nous avons des femmes qui sont chefs de service, qui sont sous-directeurs, qui sont directeurs dans des administrations. Or, avant, c'était adossé à quelque chose de très subtil. Ce n'était pas inscrit dans la loi, mais c'était visible. Il est bien vrai que les tentacules, ça demeure encore aujourd'hui. Parce qu'avant, il n'était pas possible, il était très difficile de responsabiliser une femme célibataire ou bien divorcée. Il y avait comme un stéréotype des préjugés vis-à-vis de cette dame-là, qui, bien que divorcée ou bien que célibataire, étaient des citoyennes qui devaient aussi bénéficier de ce que nous appelons dans notre contexte le décret. Que ce soit le décret du ministre ou bien le décret du président, des femmes aujourd'hui de plus en plus, nous observons dans les administrations, elles occupent des postes de décision. Encore quelque chose de très subtil, et ça persiste en toi aujourd'hui, c'est une interpellation. Lorsque vous observez les cartes nationales d'identité de nos mamans, vous voyez ménagère. Parce qu'on lui demande un justificatif de profession. Or, l'homme, tout de suite, quand il arrive, il a automatiquement une profession qui est consignée sur sa carte nationale d'identité. Donc, dans l'imaginaire ou bien dans la façon de concevoir notre société, ceux qui sont en charge dans certains services pensent que la femme ne peut qu'être ménagère. Je l'ai vu avec ma maman. Il n'y a pas que la mention ménagère. Ça a évolué. C'est pour celles qui sont effectivement ménagères. Non, je l'ai vu avec, par exemple, j'ai la carte. Non, monsieur Zé. Je prends le cas de, la carte d'identité de ma maman. Elle était ménagère ou pas? C'était mis ménagère. Or, s'il vous plaît, elle était non seulement femme politique, elle était adjoint au maire. À l'époque où elle faisait sa carte. Vous voulez qu'on mette dans la carte adjoint au maire? Il faut bien, il y a bien, elle fait quelque chose. Mais adjoint au maire n'est pas une profession. C'est pas une profession. Couturière, c'est pas profession. Si. C'est une profession. Mais, voilà, elle était ménagère. Il y en a qui sont coiffeurs, c'est une profession. Oui. On est ménagère parce qu'on vous donne un justificatif. Pourquoi n'exigeons-nous pas le même justificatif? Pourquoi pensons-nous que l'homme tout de suite doit avoir une profession et qu'on doit mettre? Mais chez les hommes, on était aussi planteurs, agriculteurs. Ça ne dérangeait pas. Parce que planteur, quand même, c'est une profession. Il y a des femmes planteurs. Ah ben, ménagère. D'accord. Ménagère, c'est une profession. Ménagère, c'est autre chose. C'est une situation sociale. Ménagère, c'est autre chose. Donc, nous le disons pourquoi ça a évolué. D'accord. Nous venons sur le plan politique. Il me souvient, en 87, c'est une date que j'ai connue par rapport à un événement heureux qui est arrivé. Mais maman me disait qu'à l'époque, quand elles entraient en politique, dans les mairies, elles n'étaient pas 10 dans tout le Cameroun. Parce qu'à l'ouest, je crois qu'elles étaient deux dames dans l'exécutif communal en 1987. Donc vous vous rendez compte que sur le plan politique, quand nous venons sur le champ de la politique, vous constatez qu'il y a une évolution. Même qu'on estime que 39 femmes maires
est largement insuffisant par rapport à 360 communes. Mais les femmes adjointes au maire, on en compte beaucoup. Monsieur Elimi Lobe a parlé du cas des suppléances. C'était automatique, les femmes étaient suppléants. Parce que les hommes estimaient que c'est eux qui doivent être partout. Mais il a fallu que l'État... Il y a donc une évolution. Il a fallu que l'État prenne des décisions. Est-ce que lorsque le président Paul Biya annonce que ce septennat est celui de la femme, il annonce qu'il doit faire davantage. Il annonce qu'il doit faire davantage parce que si nous prenons la politique, le projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques inscrit, je crois que c'est un projet qui est mené au Minepat, dont l'objectif est de promouvoir l'autonomisation de la femme, comment dire, la prise en charge de la santé reproductrice. Vous savez, monsieur Jean-Jacques Zé, que c'était comme un fait banal de partir en donner la vie, que la femme s'en aille en donnant la vie. Des dispositions ont été prises dans ce sens. Je pense que pour être à même de faire quelque chose, il faut déjà être en santé. Au niveau des hôpitaux également, il y a des prises en charge. Nous pensons que des choses ont été faites, beaucoup reste à faire. C'est pour cette raison que le président s'est dit, nous allons mettre des bouchées doubles pour accompagner les femmes. Parce que nous estimons que déjà les ODD 4, les ODD 4 et 5 parlent de cela. Il faut favoriser la formation des femmes. Nous ne pouvons pas, le professeur peut nous dire, nous avons de nombreuses femmes, docteurs, professeurs. C'est la preuve que la femme a accès à l'éducation, ce qui n'était pas le cas. Avant, il y avait des discriminations. Mais même comme les discriminations persistent, l'État a pris sur lui d'accompagner la jeune fille. Il y a des politiques publiques en la matière qui visent à accompagner la jeune fille à obtenir au moins le premier diplôme. La socialisation professionnelle des femmes, c'est ouvert quand on lance un concours, ce n'est pas discriminatoire. Toutes les femmes peuvent compétir. Alors, on va le droit. Donc, le président dit, nous avons fait des choses, mais je voudrais mettre l'accélérateur sur la femme et les jeunes parce que nous estimons qu'avec eux, on peut aussi aller plus vite avec le développement. Madame Abiga, le président dit que ce septennat est le vôtre, est celui de la femme. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce qu'enfin il a pensé à nous? Bon, il a dit, mais il n'a pas extériorisé sa pensée. Nous attendons toujours... Il n'a pas mis un contenu directement à ça? Oui, nous attendons toujours qu'il pose des actions concrètes qui prouvent que le septennat, c'est celui des femmes et des hommes. Et non, le septennat des femmes et des jeunes. Mais le faire ainsi, le dire ainsi, n'est-ce pas reconnaître qu'en 43 ans, il n'a pas suffisamment accordé de la place aux femmes et aux jeunes? Je pense que c'est une manière subtile de dire que je vous dis merci parce que vous m'avez à nouveau porté à la tête de la République. C'est une manière subtile de dire cela aux femmes. Mais alors, quelles sont les actions concrètes qui accompagnent cette déclaration? C'est ce que nous attendons. Et nous attendons, et comme nous ne sommes pas dans ses pensées, chacun l'analyse à sa façon, que certainement le président, il va nommer plus de femmes, il va nommer plus d'hommes, ou bien il va recommander. Parce que dans son parti, c'est la recommandation qui joue. Et alors, nous autres, nous attendons les actions concrètes. Alors, quel est le tableau que vous faites de la situation actuelle de la femme en 43 ans de renouveau? Donc, je vais parler un peu pour ajouter de l'eau dans le moulin de Fadimatou. Il y avait des discriminations où les femmes étaient contraintes aux autorisations de leur mari pour faire certaines choses. Mais aussi, avec le président Paul Biya, il y a eu des avancées. Par exemple, sur le plan salarial, entre les époux, je crois que le professeur nous en dira plus, et entre les époux, si l'époux bénéficiait des allocations familiales, l'épouse ne devait plus bénéficier de ces allocations familiales ni du non-logement, mais aujourd'hui, chacun bénéficie de son indice, de sa grille indiciaire avec des avantages liés à sa grille indiciaire. Donc, il y a des choses qui ont véritablement changé. On a créé le ministère de la promotion de la femme pour s'occuper des affaires de la femme. Vous en êtes satisfait? Nous attendons toujours que ce ministère
pose des actions concrètes en faveur des femmes. Je parlais tantôt des féminicides. Si on réduit le 8 mars comme une journée festive, une journée commerciale, une journée exubérante pour dénaturer l'idée originelle des revendications des femmes. Donc, nous avons privilégié la parade, alors que je vous parlais tantôt des cas de féminicide et des familles qui nécessitent l'encadrement, la prise en charge psychologique, l'accompagnement. Que deviennent, je continue de poser la question, que deviennent les enfants de ces femmes? On est d'accord là-dessus. Je veux dire ceci. Il y a des avancées, mais la satisfaction n'est pas totale. Est-ce que ces avancées ne sont pas généralement sociales? On dit oui, elles veulent bien accoucher, elles veulent bien manger, elles veulent avoir un bon salaire, elles veulent faire... Est-ce que ce ne sont pas seulement des avancées sociales? Je veux continuer à dire que si on parlait des avancées sociales, nous sommes dans une situation où... Bon, je sais que vous étiez né en 1993. Les Camerounais avaient une grille salariale. Un salaire, une grille indiciaire qui s'appliquait aux Camerounais, ceux qui travaillaient dans la fonction publique. Mais cette grille indiciaire n'est toujours pas revenue au niveau de 1993. C'est toujours quelque chose qui maintient la société dans une certaine situation. Si vous ne pouvez pas déjà vous prendre en charge en fonction de votre travail, vous travaillez pendant 30 ans, 40 ans, vous n'atteignez pas un solde qui peut vous permettre de vivre décemment, de vous prendre décemment en charge. Mais c'est un fait de société qui ne touche pas que les femmes. Mais comme la femme est la plus affectée parce que c'est elle qui est dans le ménage, généralement, quand vous avez un problème en tant qu'enfant, vous appelez d'abord qui? On appelle maman. Donc c'est pour ça que les femmes sont toujours en train de revendiquer. Et nous allons toujours continuer de tendre la main et de dire que ce que le ministère de la promotion de la famille, de la femme et de la famille fait, bon, il fait ce qu'il peut, mais ça reste insignifiant parce que les problèmes sont là. Et la sensibilisation ou les programmes qui sont logés dans les administrations en faveur des femmes ne sont pas vulgarisés. Je parle toujours d'un collègue Bassimbi, parce que quand Mme Bongono parlait du Minepat, les programmes qui sont au Minepat, en collègue Bassimbi, on ne connaît pas ce qui se passe au Minepat. On entend parler du Minepat vaguement, même du ministère de la promotion de la femme et de la famille, parce qu'il y a une délégation d'arrondissement à ça, et nous sommes à 14 km de ça. Donc, que fait donc le délégué d'arrondissement de la promotion de la famille, de la femme et de la famille de ça, pour que le message central atteigne les populations d'un collègue Bassimbi? Ça, c'est un exemple. Je parle de mon village parce que c'est lui que je maîtrise mieux. Je sais que d'autres sont dans la même situation. Il faut donc revisiter le programme et revoir peut-être le budget. Ils vous poseront la question du budget, que le budget est insuffisant. Et alors, ils se basent sur une activité phare qui est le 8 mars. Et cette activité, moi, je dis, elle est dénaturée. Ce n'est pas l'idée originelle du 8 mars. Est-ce que c'est mal pensé, Abel Elibi-Lobé, lorsqu'on analyse le discours du président de la République, de penser que finalement, il s'est dit, elles m'ont tout donné, Mme Abega l'a dit, elles sont en majorité celles qui ont voté pour moi depuis des années, et qu'arrivé à ce septennat, il est temps que nous pensions, que je pense, pour parler comme président de la République, à la fin. Est-ce que c'est mal pensé d'imaginer que c'est un septennat de rattrapage? Oh, la Bible nous dit, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. D'accord. Considère-le donc. Cette Bible nous surprendra toujours. Oui, elle est d'ailleurs là à côté, je peux vous montrer ce verset. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le président de la République. Oui, ce n'est pas l'âge qu'on regarde. Ça, si, c'est important. Ça veut dire que autant je pouvais critiquer le président de la République quand il avait 60 ans, moins je le critique maintenant à 92 ans. Je suis pour qu'il se repose. Et il reste le président de la République. Voilà, oui, mais c'est à tort. Il n'aurait pas dû être là. Il est donc là? Il est fatigué. Et la Sénat, commencer à critiquer, et tout ça, ça ne m'arrange pas beaucoup. Je voudrais dire que depuis la session... Vous êtes né de nouveau, hein, ce dimanche. Oui. D'accord. Je voudrais dire que depuis les indépendances, à l'époque du parti unique, la femme était déjà une préoccupation. La condition de la femme et la nécessité
les pères fondateurs de notre pays en avaient déjà pris conscience. Parce que quand vous voyez l'Union nationale camerounaise, il y avait une organisation de femmes. Et on avait déjà commencé à avoir des ministres femmes, comme les Delphine Tchanga. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elles sont ministres. Elles ont été ministres dans les années 60. Ça veut dire que la question avait déjà été perçue, le problème avait été perçu. Mais il faut reconnaître que la société étant conçue pour être essentiellement une société dominée par les hommes, il y a eu beaucoup de lenteur dans les évolutions à imprimer. Moi, je peux me réjouir d'avoir été mon proviseur au lycée de New-Bel quand je suis au lycée en 79. J'entre au lycée de New-Bel, mon proviseur est une femme. Déjà? Oui, en 79, Madame Belé-Wame-Thérèse. Et elle m'a tenu, c'est elle qui m'a mis le pied assis. Je suis un homme politique aujourd'hui. C'est en partie grâce à elle. Mon professeur de technologie déjà entre 75 et 79, Madame Suso, c'était une femme noire, c'était pas blanche, c'était une femme bassa, qui était déjà scientifique. Et le scientifique de formation que je suis, nous avons beaucoup de considération pour Marie Curie, n'est-ce pas, qui est l'une des inventeurs de la radio ou des découvreurs de la radioactivité, qui est un élément essentiel aujourd'hui dans la vie des sociétés. C'est les radiographies, les armes de destruction massive. On ne peut pas se dire que ça a été une bonne chose de les inventer, mais ce sont les applications des découvertes de Marie Curie. Donc, je suis de ceux qui voudraient que, premièrement, on apprenne aux femmes à savoir qu'elles ont les mêmes potentialités intellectuelles que les hommes. Il n'y a pas un cerveau de femme. Il n'y a pas des prédispositions à l'intelligence, à la sagesse, pour les hommes plus que les femmes. Même dans les sociétés antiques, dans la Bible, on trouve des reines qui dirigeaient la société, qui étaient des reines, des femmes, Ruth, etc. C'était des femmes. Donc, la société a toujours montré depuis très longtemps des signes que la femme était autant équivalente à l'homme. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec des combats que les femmes mènent. C'est un type de combat que les femmes mènent. Notamment, par exemple, les combats sur la parité. Il faut avoir autant de femmes que d'hommes. Non, on peut avoir plus de femmes que d'hommes. Il faut déjà commencer par avoir au moins la parité. Non. L'objectif n'est pas de rechercher la parité. L'objectif est de les amener à prendre conscience qu'elles peuvent. Elles peuvent être mères. Ce sont les partis politiques qui ne les mettent pas mères. Et parce qu'à l'intérieur des partis politiques, au moment d'investir les mères, les femmes elles-mêmes ne montent pas au créneau pour dire non, donnez-moi, je peux. Et comme la plupart des partis, ils sont dirigés par les hommes, eh bien, on retrouve un vieil atavisme qui aurait dû disparaître. Donc la responsabilité appartient aux femmes de se mettre en valeur, notamment dans le champ politique. C'est pour ça que j'ai soutenu ici Madame Cathy Meba dans sa course, n'est-ce pas, au Conseil régional du Sud. Elle doit inspirer d'autres personnes. Elle est montée au créneau pour refuser quelque chose qui n'est pas bien. Elle a porté cette responsabilité et elle a eu raison. Elle aurait pu aller plus loin en portant la demande d'être elle-même présidente du conseil régional. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un président du conseil régional femme? Non, aucune sur 10. Mais tous les présidents des conseils régionaux sont RDPC. Vous voyez donc que le problème se pose. Mais on a bien parlé ici, mais il y a longtemps, il aurait dû d'abord parler quand on mettait les présidents des conseils régionaux en place. Dire à Jean Pété que comme tu es là comme ça, sache qu'il y a les femmes qui peuvent être présidents des conseils régionaux. Elle n'a pas fait ça. Elle attend maintenant ici pour venir dire que ceci, cela. C'est pour ça qu'il nous faut souvent agir en temps opportun. Oui. Moi, je suis en train de soutenir
la constitution des listes de candidats dans le littoral, 100% autochtones. Je n'arrête pas de rappeler aux enfants du Mungo Nord, Melon, Konsamba, Eboné, Baré, Manjo, Djombe et jusqu'à Loum, qu'il y a là-bas chez vous des hommes et des femmes qualifiés pour conduire les affaires publiques, gérer l'argent public de ces localités. Oui. Les 150 millions de francs qu'un député touche en 5 ans, je veux voir ça entre les poches des femmes du Mungo Nord. Il y a 3 sièges là-bas. Au moment où je parle, c'est le RDPC qui a gagné les 3 sièges. 2 hommes. Ils ne sont même pas du Mungo Nord. Une seule est du Mungo Nord. Madame Eyou. 1 sur 3. 1 sur 3. C'est... Ça veut dire que les atavismes restent en place. Mais les atavismes là profitent du fait que les femmes elles-mêmes ne se sont pas libérées. D'accord. Abel Limbilo, merci. Professeur Mathias Rikounangini, lorsque le président parle d'un septennat de femmes et des jeunes, quel est le message derrière? Certains disent que, ok, enfin, il va s'intéresser à nous. Ce n'est pas le regard que vous avez également? Quand le président Paul Biya parle des femmes et des jeunes, cela implique qu'il envisage une plus grande inclusion de ces catégories dans le processus politique en général et dans le processus politique de sa propre formation, également dans la capacité qu'il a en tant que leader de promouvoir plus de femmes et plus de jeunes. Ça ne peut être que ça, quoi, dans une interprétation rationnelle. Mais ça doit passer par quoi? Par une réforme institutionnelle des textes, imposée par exemple dans les lois fondamentales, une parité, 50-50 par exemple, ou alors ça ne doit être que sa volonté, sa bonne humeur, qui se lève un matin et dit ok, on est à 33% au Parlement, peut-être qu'on va passer à 43%. Ça dépend des orientations qu'on a. Ça peut passer par des textes, ça peut passer par la pratique politico-morale, c'est-à-dire on peut toujours assurer un rééquilibrage de la distribution des positions de pouvoir entre hommes et femmes sans qu'il y ait des textes, simplement par l'action politique qu'on conduit. C'est mieux les textes, non? Un peu style au Rwanda. Les textes, le Rwanda c'est une situation particulière. C'est la situation du génocide qui a imposé au leadership rwandais de faire, parce qu'ils avaient perdu beaucoup d'hommes. Ils ont perdu des femmes aussi, mais ils avaient perdu beaucoup d'hommes dans le génocide et dans disons, le contre-génocide, parce qu'après le génocide, il y a eu des massacres en forme de revanche. Pour revenir donc au Cameroun, ce qui me semble le plus important, c'est la pratique morale et culturelle. C'est-à-dire qu'il faut installer dans les esprits que les hommes, les femmes sont simplement des êtres humains. Bon, ils ont certainement des attributs distincts, mais au final, ce qui est important, c'est que ce sont des êtres humains. Tout à l'heure, vous parliez d'intelligence. La vérité, c'est que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Mais il y a des filets sociaux qui les retiennent. On le voit à l'université. Quand on voit, au fur et à mesure de l'évolution, on voit comment les mécanismes sociaux éliminent les filles. Elles ne sont pas éliminées parce qu'elles sont moins capables que les garçons, mais ce sont les mécanismes sociaux, ce sont les contraintes sociales qui les éliminent. Vous savez, même si les mentalités évoluent, les filles extrêmement diplômées sont encore vues avec méfiance dans les familles. Ah, vraiment, tu as trop fait d'école comme ça. Ce qui est important maintenant, c'est de te marier. Donc il y a encore ce type de... Et puis il y a les hommes qui refusent de marier les femmes très diplômées. Oui, il y a des hommes typiquement complexés. Nous, on a connu ça. Moi, j'ai une étudiante qui vient de soutenir sa thèse, qui a eu ce problème parce que son mari ne voulait pas qu'elle fasse une thèse. Parce que lui, il n'était même pas arrivé au master. Donc avoir une femme docteur, c'était un problème pour lui. Mais finalement, elle a quand même pu soutenir sa thèse. Il y a encore dans notre société, mais ce n'est pas un problème camerounais ni un problème africain, la question du machisme est en fait universelle. C'est-à-dire la force de la domination masculine existe dans toutes les civilisations. Mais avec toutes ces réalités, professeur, oui. comment
opérer donc lorsqu'on est président Non, de la on République? peut opérer, comme je vous ai dit, par la pratique morale. C'est-à-dire, le président de la République, comme très haute autorité, a la possibilité, ne serait-ce que sur le plan pédagogique, de nommer des femmes dans des positions encore plus importantes que celles qu'elles ont occupées jusqu'ici. Et ça participe de la pédagogie. Si on dit, par exemple, une femme ministre d'État ou une femme Premier ministre, ça met dans les têtes qu'une femme aussi peut être Premier ministre en raison de ses mérites. Elle ne sera pas Premier ministre seulement parce qu'elle est femme, elle sera Premier ministre en Et donc raison le de président n'a son pas besoin d'un expérience. discours qui pose ce genre d'acte. Non, c'est pour ça que je vous dis que ça passe aussi par là. Le discours peut annoncer une approche. Maintenant, l'approche qui a été annoncée, elle doit donc être mise en œuvre. Ça veut dire que le discours, évidemment, comme disait Mme Abega, ne suffit pas. Il faut donc mettre en œuvre des décisions qui viennent donc matérialiser le discours et qui montrent donc cette pédagogie de transformation de la société, qui permettrait donc que des femmes occupent des positions encore plus importantes. Mais il y a aussi l'action structurelle. L'action structurelle qui n'est même pas liée à un département ministériel spécifique, comme un ministère qui s'occupe de la promotion de la femme et de la famille. C'est-à-dire, en matière éducative, on peut mener des actions spécifiques pour encourager encore plus les femmes à être dans des domaines, et particulièrement des domaines où elles sont encore rares. Il y a eu des actions, par exemple, dans ce sens, pour que les femmes aillent de plus en plus dans les sciences fondamentales et pour qu'elles puissent donc y être aussi présentes. Donc, en réalité, c'est l'éducation qui, à mon avis, est la clé. Il faut enlever dans les têtes que les femmes seraient des êtres humains à part. Ce sont simplement des êtres humains comme les autres. Et maintenant, pour finir, la seule voie, je dis bien la seule, de développement de l'Afrique passe par un net rééquilibrage du rapport homme-femme. Pourquoi? Parce que historiquement, les sociétés africaines sont porteuses de la mémoire la plus ancienne de l'humanité qui était fondée sur le matriarcat. C'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'importance des femmes en tant que mères était fondamentale. Et pendant cette période, c'est la période où les sociétés africaines ont été dominantes dans l'histoire humaine. Si elles veulent donc redevenir dominantes, elles ont intérêt à revenir à ce que j'appelle le matricialisme. Permettez qu'on accueille Valère Bessala, Monsieur le Président, Monsieur le Guide. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Jacques, bonjour à vos millions de téléspectateurs et de téléauditeurs. Bonjour à mes copanélistes que j'ai le plaisir de retrouver ce dimanche. Je voudrais présenter mes plates excuses à tout le monde ici présent et à vos téléspectateurs pour ce retard qui n'est pas coutumier. Bon, c'est sûr. Pour si c'est sûr que ce retard n'est pas coutumier. En tout cas, ce retard vous a permis d'écouter tout le monde sur la question d'entrée. Le thème va interroger les 43 ans du renouveau, mais on essaie de comprendre à la lumière du discours inaugural du septennat du président de la République, lorsqu'il évoque le septennat de la femme, quelle compréhension? Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une reconnaissance un peu tardive ou d'un discours de rattrapage? Le sujet est fort à propos, mais partons d'abord du fait que les discours du président ne valent plus rien du tout. La parole du président ne vaut plus rien du tout. Comment cela? Est-ce qu'on peut dire ça d'un président de la République? Elle n'est pas observée par ses propres collaborateurs. Depuis le septennat qui est passé, nous le savons très bien, il dit une chose, ils en font une autre, les désordres gouvernementaux, et ainsi de suite. Alors si on en vient à cela, particulièrement pour les femmes, les jeunes, enlevons les jeunes, il ne s'agit pas d'aujourd'hui. Ouais. On peut bien comprendre que le président a encore dit une chose, à laquelle il ne croit pas. Il a encore dit une chose qui il a encore dit une chose qui ne se fera pas, parce qu'en fait, il n'a plus les moyens de suivre sa parole, d'ailleurs, qui est toujours restée vide quand il s'est agi des femmes et des jeunes. Mais nous sommes sur les femmes. Je voudrais simplement dire que la parole du président, comme vous en avez dit, vous en avez parlé tout à l'heure, s'agissant de la marginalisation, puisque c'est ça votre thème. Pour moi, la meilleure façon pour un homme de ce niveau-là, qui a fait 43 ans au pouvoir, d'annoncer effectivement qu'il n'a pas à cœur un sujet, qu'il n'a pas à cœur une frange de la société, c'est de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'annoncer effectivement que l'un des derniers septennats, nous demandons encore à Dieu de leur mener jusqu'à 200 ans, l'un des derniers septennats à la tête de l'État
sera consacré effectivement à la femme. J'enlève toujours les jeunes parce qu'il s'agit des femmes aujourd'hui. Parce qu'en fait quoi, vous ne pouvez pas concevoir que quelqu'un a fait 43 ans au pouvoir et qu'il vienne découvrir à la fin de sa vie politique qu'il avait oublié la femme. C'est incroyable. C'est la lecture que vous avez? Je dis bien, après 43 ans de pouvoir, un monsieur vient vous dire que il va se souvenir des femmes pour le septennat qui s'en vient. Donc, on était encore le 6 novembre, vous voyez. Alors que son prédécesseur s'est souvenu de toutes les franges de la société une fois qu'il a eu le pouvoir. Enlevons les 2 premières années de 58 à 60. Dès 60, on a vu ce qu'Ahidjo a fait pour la jeunesse, puisqu'il s'est souvenu de Paul Biya lui-même qui avait 29 ans, quand il est arrivé en 62. Il l'a pris par la main et il en a fait ce que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Delphine Tchanga dont vous parlez, c'est Ahidjo qui commence cela. Et quand on parle de Delphine Tchanga, parce que ce n'est que le poste de ministre, mais avant elle, il y en avait déjà qui pilulaient de partout dans les administrations. L'aîné Limbi a cité par exemple proviseur en 79. Et l'un des lycées les meilleurs, les plus grands de Douala, vous voyez. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait le lycée technique de Koumassi à cette époque avec Madame Dirouta. On ne peut pas donner de raisons valables pour justifier qu'un homme qui a fait 43 ans de pouvoir vienne se souvenir des femmes au crépuscule de sa carrière politique. Ça c'est là. De deux, moi je voudrais dire qu'en fait, le Cameroun est comme... le Cameroun c'est un pays curieux. Il est aussi peut-être comme les autres pays, hein, mais il a une particularité avec les femmes. Au Cameroun, là je parle sous le contrôle aussi de l'aîné Limbi qui maîtrise la Bible mieux que moi. La femme est une force, et le professeur l'a dit tout à l'heure, la femme est une force que nous refusons de reconnaître au Cameroun. C'est une force. Le professeur l'a même dit tout à l'heure, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Je vais même vous dire dans l'administration que je pratique et que j'ai pratiqué, les femmes sont plus aguerries dans l'administration et sont, comment dire, plus accrochées aux valeurs dans l'administration que les hommes. Mais seulement la société est bâtie à telle enseigne qu'on puisse toujours la reléguer au dernier plan, on puisse toujours, par des complexes machistes, comme on l'a dit tout à l'heure, et même phallocrates, la ramener toujours à la triste portion congrue qui est celle du second couteau, c'est-à-dire celle qui doit seconder l'homme. Dans la Bible d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, l'aîné va me corriger si je me trompe, quand vous lisez l'histoire des grands hommes de la Bible, quand vous lisez même l'histoire des grandes sociétés même de la Bible, elles ont été faites, façonnées et même parfois protégées par des femmes. Je cite Esther. Esther, la nièce de Mardoché, qui a sauvé tout son peuple parce qu'elle était l'épouse du roi à l'époque. Vous avez... Les gens font de plus en plus référence au texte sacré. Vous avez... c'est du Elie Bilobé. Vous avez... C'est finalement un jour. Hein? D'accord. Vous avez, je vais encore citer 2 ou 3, même si c'est dans des mauvais exemples comme des bons, parce que je vais justifier les mauvais exemples s'agissant de la femme. Vous avez par exemple l'épouse de Jacob, justement, qui a influencé la succession. Par l'amour, peut-être qu'elle avait davantage pour le second fils que pour le premier. On sait ce qui s'est passé entre Isaü et son fils et son frère. Donc, on connaît aussi la grande histoire d'Abraham. Son épouse qui a permis à son époux d'avoir déjà une progéniture, même si Dieu lui en donnera un peu plus tard, d'avoir une progéniture à travers leur esclave. Vous voyez, on peut citer donc des cas et des cas, mais des cas négatifs aussi. Parce que j'ai parlé de l'influence de la femme dans la société. Nous avons notre ami Samson, qui justement a perdu sa force à cause de la femme. Vous voyez, nous avons Joseph en Égypte, qui a fait la prison à cause de la femme. Et pour vous dire en fait que la femme est l'être qui peut le plus et le moins dans une société où on la considère ou où on la déconsidère. Et le Cameroun n'a pas toujours compris cela aujourd'hui. Parlons donc du septennat, je sors par là, des femmes dont parle le président de la République. Lui, il vient annoncer un septennat des femmes le 6 novembre 2025. Alors que les femmes avaient déjà arraché tout un septennat depuis 2018. Moi, je suis désolé. Les femmes ont pris le pouvoir depuis 2018 au Cameroun. Nous savons au Cameroun qui dirige à la présidence de la République.
Nous savons au Cameroun qui tient le pétrole camerounais. Nous savons aujourd'hui. Donc ceux qui nous regardent là en face à l'écran savent que le président s'est trompé en disant qu'il confie désormais ou bien qu'il prévoit que ce septennat sera celui de la femme. Parce qu'en fait, la femme est une force. Elle est comme l'eau. Bon, je ne sais pas très fort en chimie ou en physique. On sait qu'on ne peut pas retenir l'eau, il va donc me corriger. Parce que l'eau finit toujours par trouver son chemin dans n'importe quelle matière. Si vous cherchez à trop la retenir, vous comprenez? Donc il faut toujours jouer avec les facteurs naturels. Et la femme est un facteur naturel qu'il faut savoir manager et ménager dans toute société. Vous comprenez? Alors, comme il a donc retenu la femme pendant 43 ans, il l'a maté dans son parti politique, parce qu'on vient de le dire, René Limbi l'a dit. Qu'est-ce qui constitue le bastion principal du parti au pouvoir? C'est la femme. Et dans la plupart d'ailleurs des partis politiques qui comptent, c'est la femme. Mais il a maintenu la femme dans cette portion congrue. Alors les femmes ont décidé, lorsque nous nous sommes retrouvés donc, et c'est le cas aujourd'hui, dans une situation de phallus mou politique, de phallus politique mou, je préfère cette expression-là, les femmes ont décidé donc de récupérer le pouvoir. Parce que le président n'en pouvant plus, la cuisine a récupéré le pouvoir. La cuisine travaille désormais avec celle qui est aussi de l'autre côté, la SNH qui gère notre pétrole. Et des cas et des cas et des cas et des cas. Donc je ne voudrais pas que l'on pense que Paul Biya dit quelque chose d'intéressant le 6 novembre. Au contraire, il s'est moqué une fois de plus de la femme. Mais il s'est trompé parce que dans son, dans son état de faiblesse, il n'a pas compris qu'en fait la femme avait même déjà récupéré sa liberté depuis, avait déjà récupéré la force politique de ce pays et dirigeait même déjà à sa place. Parce que lui croit qu'il est encore président, mais il ne sait pas une chose, c'est que les femmes autour de lui et un peu plus loin de lui ont déjà récupéré le pouvoir au Cameroun.